Film. Alors, vous, Monsieur Vaillant, également, vous avez déjà eu des retours ce matin et dans la journée par rapport au documentaire. Oui, merci, enchanté et bonsoir à tout le monde, ravi d'être là. En particulier, il y a une question qui était évidemment intéressante puisqu'il s'agissait de m'interroger sur les études qui sont évoquées dans le documentaire, sur à la fois sur les vagues d'observation et sur la répartition spatiale des événements. Il y a effectivement une publication sur la répartition spatiale des événements, alors pour la France, qui a été faite il y a quelques années de cela. Et par contre, sur l'aspect vague d'observation, actuellement, ce sont des travaux qui ne sont pas encore, on va dire, travaillés avec un laboratoire en vue d'une publication. C'est-à-dire qu'ils doivent être encore une fois vérifiés et revus avant d'être publiés. Donc ça c'est quelque chose que j'espère pourra se faire très prochainement et qui pourra donner matière à réflexion. Déjà, ça donne matière à réflexion, mais qui pourra encore plus donner matière à réflexion. Il y a une question très intéressante, moi je trouve, qui se pose derrière ce que dit Alain, qui est pour moi une question récurrente en matière de phénomènes. C'est qu'est-ce qu'une preuve? Et je trouve que cette question, alors preuve de quoi déjà, il faut se la poser, qu'est-ce qu'on veut mettre derrière, qu'est-ce qu'on cherche? Alors preuve d'une activité, preuve qu'il y a eu un phénomène d'abord à un premier niveau aérospatial non identifié. Il y a bien eu quelque chose, par exemple, qui s'est posé là et qui ensuite est parti. Mais ça, c'est très, très, très discutable. Et tant que, si vous voulez, c'est pas posé très clairement au niveau des organismes qui font des recherches, on pourra toujours épiloguer sur ce qu'est une preuve. Demain, par exemple, vous avez un ovni qui se pose dans votre jardin, vous prenez une photo, je dis souvent ça. Est-ce que vous croyez qu'on va vous croire pour autant? Vous avez une photo de de bonne qualité. Est-ce que ça va faire bouger les lignes? Est-ce que ça va faire bouger je sais pas, moi, les politiques? J'en doute. En fait, c'est pas tant pour moi une problématique de preuve à ce stade, parce qu'effectivement, on a des cas qui sont bien référencés, mais c'est plus une problématique de communication. C'est-à-dire qu'à un certain stade, c'est plus comment on arrive à faire passer l'information et comment on arrive à finalement, c'est comme si vous êtes face à des jurés, puisqu'on est dans une forme de preuve juridique, je dis souvent, par rapport à ce phénomène, plus qu'une preuve mathématique. Et les jurés, c'est soit les experts avec lesquels vous travaillez quand vous êtes en commission d'experts et que je travaille avec eux, soit ce sont c'est le public. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, votre rapport va être convaincant? Et malheureusement, souvent, cette preuve, et c'est la vie de la société qui est faite comme ça, ce qui devient vrai, c'est ce qui est vu à la télé. C'est-à-dire que plus une vérité est assénée, largement et fortement, et plus malheureusement elle devient vraie. Et c'est vrai que quelque part, si on cherche, et il y a des associations ufologiques actuellement qui d'après ce que j'ai cru comprendre, travaillent à cela, si on cherche à se faire entendre sur ce sujet, si on cherche des sujets, si on cherche des moyens, à mon sens, c'est vraiment une question de communication, c'est-à-dire d'arriver à porter cette idée que finalement il y a des choses intéressantes là derrière. Et les politiques suivront, c'est-à-dire qu'ils s'aperçoivent qu'à un moment donné le public s'y intéresse massivement, forcément le politique va s'y intéresser. Et l'autre aspect, malgré tout, sur la notion de preuve, c'est si on cherche à démontrer qu'il y a une forme d'intelligence à l'œuvre derrière, comment vous le démontreriez puisque quelque part, on peut être à peu près convaincu qu'une observation unique, un phénomène, ne fera pas preuve. C'est-à-dire que demain, on a déjà des pandés dans nos bases de données, on a déjà des phénomènes inexpliqués un peu partout dans le monde. Pour certains, ces phénomènes ne sont pas suffisamment rigoureusement étudiés, donc ok, on pourrait aller plus loin. On peut être à peu près persuadé qu'il y a toujours des phénomènes qui vont résister à l'analyse derrière, qui seront encore inexpliqués. Mais au-delà de cela, qu'est-ce qu'on peut chercher et qu'est-ce qu'on peut utiliser pour montrer qu'il y a, entre guillemets, un phénomène, une intelligence qui est structurée, qui est à l'œuvre?
Et ce que je pense et ce que je crois, effectivement, c'est un peu ce qu'on dit en filigrane depuis tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut vraiment collecter beaucoup d'informations, beaucoup de données, pour arriver finalement à pallier parfois l'insuffisance de données locales. C'est-à-dire que quand vous avez un phénomène, il n'y a pas assez d'informations ou trop peu d'informations pour en faire une preuve totalement éclatante, comme si vous aviez un morceau de phénomène entre les mains et l'apporter aux gens pour leur dire, ben voilà, il est là le phénomène. On peut pas. Donc, pour aller au-delà, l'idée, c'est vraiment d'arriver avec nos outils, nos bases de données, à faire cette reconstruction de la réalité. Cette reconstruction de la réalité, elle passe par quoi? Elle passe par, effectivement, la patiente accumulation des informations et finalement, ce que moi je pense, c'est par la recherche ensuite de signaux faibles. Alors ça, c'est quelque chose qui parle certainement à Alain, dans cette information, c'est-à-dire et c'était vraiment le cœur du travail sur lequel je me suis engagé ces dernières années, c'est d'aller rechercher des anomalies de distribution, soit spatiales, soit temporelles. Et je pense qu'on n'a pas beaucoup d'autres moyens parce que finalement, on n'a que deux types d'informations récurrentes qui reviennent dans tous ces phénomènes. Deux, la position géographique du témoin et la date d'observation. Monsieur Vaillant, on va justement développer en troisième partie. Voilà. On va développer effectivement cet aspect en troisième partie. C'est vraiment la question de ce que l'on cherche, voilà, quelque part à, je ne dirais pas démontrer, mais en tout cas collecter en termes d'informations, pour travailler. Et derrière ce travail, qu'est-ce qu'on cherche à faire bouger en termes de comme élément, qu'est-ce qu'on cherche à faire bouger comme ligne, soit au sens public, c'est-à-dire en termes de mission qu'on leur donne, soit en termes de recherche. Peut-on envisager de réaliser un modèle mathématique ou en tout cas statistique sur le phénomène OVNI? C'est un petit peu ce que vous disiez dans le reportage, Monsieur Vaillant. Exactement, et c'est toute la difficulté, effectivement, qui est pointée du doigt à chaque fois qu'on revient sur ce phénomène. Il y a des cogitations qui durent depuis des années et des années, et on a l'impression de ne pas avancer. Les scientifiques, effectivement, sont très méfiants. J'ai lu des tas de papiers où, effectivement, on peut lire les scientifiques qui se posent des questions sur la présence de la vie dans l'univers, mais jamais ils vont évoquer ou oser évoquer que l'on pourrait s'interroger ou mettre ça en relation avec les phénomènes aérospatiaux non identifiés. C'est-à-dire qu'on est très, très pudique. Et on peut le comprendre, hein, compte tenu des difficultés dans la sphère scientifique qu'il peut y avoir à publier si effectivement on est trop marqué en tant que croyant. Donc ça, c'est un vrai sujet, une vraie difficulté. Donc tout ça, il faut arriver à le banaliser déjà, ce sujet, pour les scientifiques, c'est-à-dire le rendre acceptable, le rendre traitable comme un autre sujet. Et puis ensuite, effectivement, pour commencer à travailler, il faut des éléments répétitifs. Comme je disais tout à l'heure, les seuls, moi, qui m'ont semblé jusqu'à présent suffisamment utilisables et fiables dans le temps, c'est simplement les dates d'observation et les lieux d'observation. Ce qu'on appelle les vagues, en fait. Ouais. Alors, les vagues, c'est pour les dates d'observation, si vous voulez, c'est quel schéma on va voir se dessiner dans le temps. Et de l'autre côté, c'est quel schéma on va voir se dessiner dans l'espace. Mais ces deux questions-là sont malgré tout assez difficiles à traiter parce que quand on a dit ça, faut bien comprendre qu'on a un signal quand même qui est assez hétérogène en fonction des sources de données avec lesquelles on va travailler. Par exemple, sur les données spatiales, si vous prenez des bases de données du monde entier, vous n'allez pas avoir une couverture totale. Vous allez avoir des trous énormes en Afrique, on ne sait pas ce qui s'y passe. Idem, en Chine, on commence à voir des choses, mais pendant des années, il n'y avait rien. C'est assez compliqué. Alors, finalement, le choix de la France était assez naturel parce que le Japon a fait un travail sur l'échelle de 40 ans et de plus de 40 ans de collecte, donc qui était intéressant de ce point de vue-là. Spatialement, personne n'a été, on va dire, négligé. Ils ont pris tous les cas sur le territoire français. Et puis temporellement, le Japon, là, il n'est pas très bon par contre. Si vous prenez les données,
Parce que ce qu'on voit, c'est que ces données-là sont très dépendantes finalement de l'activité et des budgets qui ont été alloués dans le temps. C'est ce que j'allais vous dire. Le GEPAN a eu des fortunes diverses en fonction des périodes quand même. Exactement. Et on peut considérer que le phénomène, on n'en voit qu'un tout petit bout. C'est comme si vous aviez un iceberg, on ne voit que 10%, et encore je suis généreux, et 90% des phénomènes ou des observations faites par les observateurs, par les témoins, ne sont pas rapportés. Ils ne sont pas rapportés, parce que le GEPAN n'est pas si connu que ça, malgré tout. Nous, on a l'impression qu'il est connu parce que c'est notre sujet, on est dedans, mais et puis après, il y a des gens qui préfèrent se tourner vers des associations, pourquoi pas. Et puis, il y a les gens. Mais la majorité qui ne savent même pas vers où tourner. Et puis après, il y a ce phénomène aussi, un peu la théorie de la colline de Jacques Vallée, c'est-à-dire que plus le phénomène va être violent pour l'observateur, violent pour sa conscience personnelle, et plus ce sera difficile pour lui de s'ouvrir à des personnes pour en parler. C'est-à-dire que si le phénomène est faiblement intéressant, faiblement étrange, bon, vous avez vu une étoile briller de façon bizarre dans le ciel, vous n'allez pas vous déplacer ou faire un rapport pour ça. Le phénomène devient un peu intéressant, vous allez peut-être le faire. Et puis, si le phénomène devient, entre guillemets, très perturbant pour l'observateur, la personne va commencer à en parler, mais probablement plus assez proche ou assez très proche. Et plus c'est violent, plus ça peut aller jusqu'au déni. C'est-à-dire que la personne va vraiment le garder pour elle. Et beaucoup d'individus, de personnes, on le voit, nous, dans les bases, on a ce phénomène, vont commencer à en parler, peut-être, et il y a une remontée après 7 ans. 7 ans de digestion. Donc, c'est vraiment comme si vous aviez vécu un choc, vous le digérez, et au terme de cette digestion, vous commencez à en parler. Et malheureusement, il ne reste plus grand-chose de l'information pour les scientifiques. On va dire dans les sciences classiques, c'est-à-dire un psychologue va nous dire, oui, bon, 7 ans, c'est bien, mais vous avez la théorie de l'oubli, on oublie de l'information. L'information, en plus, elle est régulièrement, j'ai envie de dire, retravaillée par notre conscience, par notre esprit. On la refabrique, on la régénère. Donc, il y a des déformations qui s'opèrent avec le temps. Et ça devient compliqué. Alors, pour arriver à une masse critique d'informations utilisables, un autre moyen, et qui, pour moi, malheureusement, et on en est toujours là, est compliqué, c'est le partage des informations. Alors, le partage des informations entre pays, on peut l'espérer, on n'y est pas vraiment. Alors, sur les grands cas classiques, parfois, on a de la chance, ça arrive, mais on a beaucoup d'associations ufologiques qui font ce travail de terrain, et même en France, on a cette difficulté sur le partage de l'information, parce que j'ai toujours l'impression, et ça, j'ai essayé plusieurs fois de dire on va travailler, on va faire une base de données commune, et on va travailler à plusieurs associations pour mettre en relation nos bases. Quand j'étais intervenu à Caipan, c'est aussi ce que je souhaitais, c'est-à-dire de dire, et c'est toujours le projet, de fournir le canevas qui sert à la collecte des données du GEPAN, de le fournir au public, de façon à ce que les autres associations puissent utiliser l'outil du GEPAN, que je trouve formidable, qui est cet outil méthodologique d'analyse et d'étude des phénomènes. Monsieur Vaillant, je vous rejoins. J'avais d'ailleurs proposé, ou en tout cas demandé à Monsieur Agut, lors d'une de ses dernières conférences qu'il avait fait en septembre 2018 chez OVNI Languedoc, s'il n'était pas envisageable que le GEPAN mette sur pied un programme de formation pour les chercheurs ufologues. Et ça, je pense que ce serait un vrai plus pour permettre justement une homogénéité des méthodes de travail des ufologues amateurs. Je serais ravi. La difficulté derrière tout ça, si vous voulez, c'est que le GEPAN travaille à 120% de ses capacités, c'est-à-dire qu'il est déjà débordé au quotidien, ne serait-ce. Alors pourquoi ? Parce que traiter un témoignage, et il en arrive à peu près
un par jour et il en est retenu à peu près 50%, c'est-à-dire qu'il y a un travail en amont d'explication par téléphone qui est fait, où on va sur les phénomènes simples, on ne va pas forcément ouvrir de dossier. Ça peut se résoudre tout simplement en expliquant à des personnes qui ne connaissent pas. Et quand un dossier est ouvert, c'est-à-dire à peu près un dossier tous les 2 jours, il y a un énorme travail derrière d'enquête qui peut durer plusieurs jours, voire plusieurs dizaines de jours en fonction de leur complexité. Et mis bout à bout, ces jours-là, avec une équipe de quelques personnes, plus quelques enquêteurs de terrain, et vous avez le même problème, je suppose, au niveau effectivement du MUFON. Bien sûr. Si vous voulez arriver à une égalité de traitement, c'est-à-dire de considérer que tous les cas, et c'est un peu aussi le sens de la mission, tous les cas qui sont reçus vont être traités jusqu'au bout, et de façon, on va dire, homogène, de façon à pouvoir à la fin disposer d'un matériel scientifique qui soit aussi homogène et très normalisé dans le temps, ça demande beaucoup d'énergie. On en revient à la même question, à savoir le budget, quoi. Voilà. C'est toujours un petit peu la même. Ouais. Mais la remarque, votre remarque, Pascal, est excellente. C'est-à-dire que on rêve d'homogénéisation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à l'échelle, ne serait-ce que du territoire français, si on pouvait avoir les mêmes méthodes, en tout cas d'enquête, avec les mêmes outils, les mêmes formations, les enquêteurs du GEPAN qui sont formés à ce qu'on appelle l'entretien cognitif, c'est-à-dire la façon de poser des questions, qui doit être extrêmement neutre, et les mêmes outils ensuite méthodologiques pour analyser les informations, de façon à ce que les biais à la fois des témoins et aussi de l'enquêteur n'interviennent pas, j'ai envie de dire, dans le raisonnement. Et c'est toute la difficulté aussi. Et ça, c'est un très vaste sujet. Mais c'est des choses qui se construisent actuellement et que je rêverais qu'on puisse les partager. Et après, en termes de données, c'est-à-dire quels sont les champs et quelles sont ces données sur lesquelles, au moins, toutes les associations pourraient se mettre d'accord et que soient en phase avec le GEPAN, de façon à ce que demain, s'il y a une étude de fait, même si c'est pas parfait, parce qu'il y a ça aussi, il faut qu'une étude, et c'est en général le cas, admette qu'il y ait du bruit, c'est-à-dire des anomalies. Et là aussi, c'est quelque chose que je répète souvent, c'est-à-dire que on a une évolution en l'espace de 40 ans au niveau des pratiques du GEPAN qui font qu'un phénomène analysé dans les années 80 ou un phénomène analysé dans les années 60, fin des années 70 ou un phénomène analysé aujourd'hui n'a pas nécessairement la même valeur ou la même pertinence en termes de travail. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Là aussi, en termes de budget, de moyens, etc., on n'a pas pu mettre la même énergie. Voilà, il y a une histoire d'homogénéisation. Et on va chercher parfois, aussi en fonction des époques, à être plus sur le quantitatif que sur le qualitatif. Le qualitatif, c'est-à-dire vous allez vous interroger sur la qualité des données d'une observation. Est-ce que mon observation, je suis certain qu'il y a eu quelque chose et j'essaie d'en avoir une forme de preuve objective, autant que je puisse le faire, et de preuves juridiques, c'est-à-dire de mettre le plus grand nombre de personnes d'accord là-dessus. Mais on le sait, ça ne suffira pas. Et c'est pour ça qu'il faut aller au-delà et aller chercher globalement sur l'ensemble des données. C'est-à-dire que quand je vais aller au-delà, c'est utiliser encore plus d'informations, plus qu'une seule observation, pour que finalement, on ait indiscutablement la preuve d'anomalie statistique. C'est-à-dire de dire, indiscutablement, là, sur l'ensemble de la base, avec des gens qui ne se sont jamais rencontrés, qui n'ont pas vécu ensemble, qui n'ont pas pu vivre ensemble. Il y en a qui n'étaient même pas nés, d'autres qui étaient déjà morts, et qui vont dessiner ensemble, par leurs observations, un schéma. Et c'était vraiment l'enjeu. C'est-à-dire que quand je commençais ces études et ces recherches, c'était de me dire quel schéma, et qu'est-ce qu'on peut faire avec les données qu'on a, et quelles sont les données les plus connues, les plus répétitives que l'on puisse utiliser pour bâtir un modèle, enfin pour bâtir, ou en tout cas, sans chercher un modèle, que l'on puisse utiliser pour faire émerger de l'information du sens. Voilà. Et à partir de là, bon, chemin faisant, il y a eu ces travaux. Mais c'est vrai que pour moi, c'est un sujet qui me tient
Michael, excuse-moi, je ne veux pas te couper, mais j'en profite que tu sois là et que tous nos invités soient là, parce que moi, il y a un sujet qui me tient particulièrement à cœur et que je traite un petit moment dans le film, c'est le sujet ovni nucléaire. Tu as fait une étude qui, pour faire très vite, repense que les phénomènes aérospatiaux non identifiés survolent souvent des sites nucléaires ou nucléaires militaires ou alors même des sites pollués. Ce que je trouve intéressant derrière ça, sans faire de raccourci, c'est que quand même, quand on voit un objet qui, en effet, comme c'est arrivé dans les années 60 à Malmstrom, désactive des sites nucléaires, je voulais juste dire que moi, plutôt de voir une menace derrière pour un État, je vois plutôt, j'ai envie de croire à ça, c'est une croyance, hein, mais je ne suis pas le seul à penser ça. Je voudrais citer notamment Edgar Mitchell, qui pense que donc derrière ces actes, il y a une intelligence, et une intelligence pacifique qui a même permis d'éviter un conflit entre la Russie et les États-Unis au moment de la guerre froide. Cet interventionnisme de ces objets aurait évité une apocalypse nucléaire. Voilà, je voudrais avoir un petit peu votre avis, parce que c'est vous les experts, savoir ce que vous pensez de ça, parce que je trouve que c'est pas rien quand même comme sujet. Si tu veux, Qui osera se lancer sur la question? Je rebondis très rapidement là-dessus, et après, effectivement, je vous laisse la parole. C'est compliqué hein, de faire des liens entre des observations individuelles, partant du travail que j'ai fait, et j'ai envie de dire un travail plutôt méta, c'est-à-dire qui parle de généralité, de globalité. Ceci étant, dans les hypothèses qui ont été testées sur l'aspect spatial, c'était assez simple. L'idée, c'était de se dire, s'il y a un phénomène qui est dans l'environnement, un phénomène inconnu, mettons que ce soit une puissance étrangère qui veuille nous observer, il y a l'hypothèse que c'est un phénomène, j'ai envie de dire, qui est exogène et qui vient chercher quelque chose dans l'environnement. Exogène au sens large. Il vient de l'extérieur du pays, de nos frontières, et il vient voir quelque chose qui va l'intéresser dans l'environnement. Ça, c'est une façon de classer les phénomènes. Dans cette classification, il y a ces phénomènes-là. Il y a les phénomènes qui sont endogènes, qui sont créés par l'environnement local. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que, à un moment donné, il y a un phénomène qui se crée, peut-être parce qu'il y a des feux follets ou parce qu'il y a une activité militaire, il y a des pistes d'aéroports, etc. Mais encore une fois, c'est connecté à l'environnement. Donc un phénomène. Et après, il y a une troisième catégorie de phénomènes dans ce découpage qui lui est indépendant, qui n'est pas connecté à l'environnement, qui sont les phénomènes qui passent, qui sont des phénomènes transitoires. Ils passent au-dessus de votre tête uniquement parce que vous êtes là à l'instant T et au bon moment pour l'observer. Et partant de là, l'idée de dire les phénomènes, ils ont une connexion environnementale. Dans ce travail, les connexions environnementales, et je rejoins ce que tu disais, qu'est-ce que ça peut être et quelles sont les hypothèses que l'on peut essayer d'y projeter. On parle d'hypothèses et l'idée, c'était dans ce papier d'avoir une approche vraiment globale, de ne pas privilégier l'aspect nucléaire, qui est une vieille théorie qui est liée à la fois à des observations de cas individuels, mais aussi finalement à des réflexions aussi philosophiques, comme tu l'as cité, peut-être un phénomène bienveillant qui s'intéresse à l'homme, ou alors, à l'inverse, peut-être le signe d'une activité de surveillance. Parce que faut se rappeler que le nucléaire, ça fait partie, on va dire, des risques, ce que j'appelle des risques systémiques environnementaux. Là, il y en a 3, potentiellement, c'est ce que les militaires connaissent, les NBC, nucléaire, bactériologique, chimique. Alors, dans l'étude, il y a un truc que personne n'a vraiment voulu voir pendant toutes ces années, moi qui me sautait aux yeux, et c'est pour ça que j'ai un site qui s'appelle, pendant des années, bon là, il faut que je le remette en ligne, qui s'appelle USPHER, c'est quels sont les paramètres environnementaux intéressants pour une intelligence au sens large, qu'elle soit humaine ou pas humaine, je m'en fiche. Vous allez vous intéresser aux aspects chimiques, c'est-à-dire aux risques chimiques, c'est-à-dire où il y a des pollutions, où il y a des sites, où il y a de l'intelligence qui fabrique quelque part un risque pour l'environnement. Tout comme le nucléaire, il n'y avait pas de raison de les écarter. Donc, ce papier alignait, si vous voulez, toutes les variables. Je n'ai pas mis le bactériologique, parce que simplement, sur le bactériologique,
bon, on aurait pu prendre, je pense, tout ce qui était site Céveso, mais simplement, effectivement, on n'avait pas la base de données, puis sur le moment, on n'avait pas le temps. Mais après, on a été aussi prendre des informations sur, on va dire, large sur la description de l'environnement, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a du soleil? Est-ce que les populations sortent? Bien sûr, quelle est la densité de population? Parce que là où vous avez des observations, c'est parce qu'il y a des observateurs. Là où vous avez plus d'observateurs, vous avez plus d'observations. Donc, il faut arriver quelque part à filtrer aussi l'information qui est disponible par les éléments que l'on soupçonne ou que l'on suppose pouvoir amener à brouiller quelque part les pistes. Et donc, quelque part, on va renormaliser l'information par la densité de population. Donc, c'est un travail assez compliqué. Et donc, quel est votre avis à tous si c'est possible. Au bout, je pense, et je finis là-dessus, qu'il y a une double communication, enfin, en tout cas, un double intérêt. Il y a un intérêt à la fois pour l'activité sensible d'un pays, et il y a une forme de présence de ces phénomènes, là aussi, au niveau sociologique, c'est-à-dire auprès de certains types de populations. Et dans cet aspect-là, dans ce volet-là, on va rejoindre l'aspect qu'on va retrouver sur les vagues d'observation, c'est-à-dire la théorie d'apprentissage. Donc, c'est comme si le phénomène avait une double communication.